Bienvenue dans ce premier épisode de l'Onapolis, un podcast dédié à la pratique artistique, mais vu sous l'angle de la gestion de projet, la gestion de carrière, le business dans les milieux de la création. Je suis Dorian et je reçois aujourd'hui comme premier invité un auteur-compositeur à succès. Il a écrit plusieurs tubes que vous pourrez entre-écouter au fond de cette interview et vous pourrez découvrir avec quels artistes francophones il a travaillé. Il s'agit de Mark Weld qui nous parle de son parcours mais aussi du statut d'auteur-compositeur, sorte de soldat de l'ombre de l'armée du tube radio en France. On parle de droits d'auteur, d'inspiration, de rémunération et de plein d'autres choses. Je vous invite à vous abonner à la page Instagram et Facebook de l'Onapolis pour découvrir quelques images. Et place aux artistes, je vous laisse découvrir Mark Weld. Mark Weld, bonjour. Merci de me recevoir ici, chez ta maman. Bonjour. Un lieu qu'on a l'occasion de voir régulièrement sur tes stories Instagram et sur tes outils de communication. C'est très sympa de me recevoir ici. Tu es auteur-compositeur, donc tu travailles dans la musique. Tout à fait. Tu as travaillé avec tout un tas d'artistes, j'en citais quelques-uns, je me souviens. Vas-y, lâche-toi. Jennifer, Ben Oncle Soul, Oshi, Claudio Capéo, Vincent Niclot et tout un tas d'autres. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, en effet. Donc on est là pour me parler de ton métier, on est là pour parler évidemment de ce que tu fais et de ton actualité, mais aussi de la façon dont tu entreprends et tu envisages ton métier. Donc la première chose, c'est donc toi tu es auteur-compositeur, c'est-à-dire que du coup tu écris et tu composes des chansons pour des artistes. Exact. Alors, ma première question, c'est comment ça se passe ? C'est-à-dire, tu rentres en contact avec des artistes, c'est les artistes qui viennent vers toi. Au départ, quel est le point de convergence ? C'est-à-dire, est-ce qu'on vient te voir pour une raison particulière parce que tu as une façon d'écrire particulière ou... Alors, il n'y a pas de process préétabli. Quand tu es auteur-compositeur, en tout cas, je vais parler de mon expérience, je ne peux pas parler au nom de tous les auteurs-compos. Il y a deux possibilités. Soit par le biais de la vie, dans une soirée ou de bouche à oreille, etc., un artiste entend parler de mon travail. Et dans ces cas-là, il me contacte ou on se rencontre lors d'un déjeuner et on décide de bosser ensemble ou pas, mais en tout cas on échange. Ça, c'est une possibilité, mais la plus probable, c'est quand même d'être mis en contact par mes éditeurs. Alors, c'est quoi un éditeur de musique ? C'est quelqu'un qui va engager un auteur-compositeur, dont je fais partie, et il va en fait aider cet auteur-compositeur-là à faire vivre son catalogue. Le catalogue, c'est l'ensemble des chansons que cet auteur-compo va créer. Donc en fait, le boulot de l'éditeur, c'est de mettre en contact justement les artistes qui sont signés dans des maisons de disques, très généralement, sauf si c'est un développement de carrière. Là, l'artiste n'est pas signé, mais admettons que demain, Bruel cherche des chansons. Le directeur artistique de Bruel, qui est celui qui s'occupe de Bruel en maison de disque, va contacter mes éditeurs vont contacter leurs équipes, dont je fais partie. Voilà, Bruel cherche tel type de chanson, telle thématique, tel nombre de chansons. On va se mettre au boulot, on rencontrera Patrick ou pas, et si on le rencontre, c'est encore mieux. Et en fait, on se met à enregistrer, et puis sur les 15 ou 20 chansons qu'on a faites, il en prendra 1, 2, 3, 0, voilà. Mais donc, les deux biais, c'est ça, c'est la vie ou les éditeurs. Je précise que le biais, la vie, ne fonctionne que pour quelqu'un comme moi qui a déjà une petite vitrine. Si t'es un jeune auteur-compo qui commence, là, il faut avoir un éditeur, je pense, pour t'accompagner et te permettre d'être mis en relation, justement, faites le networking pour toi, tu vois. Bien sûr, donc du coup, ton employeur, c'est l'éditeur. Indirectement. C'est pas mon employeur parce que je ne suis pas salarié de mon éditeur. Donc c'est pas mon employeur, c'est mon collaborateur. Okay. Je suis signé en édition, donc nous collaborons, mais c'est pas mon employeur dans la mesure où il ne me verse pas un salaire mensuel. Et un employeur, c'est ça. Si on prend vraiment le sens du mot employeur au pied de la lettre. Mon employeur, c'est personne. Il met en relation... Exactement. C'est un rapporteur d'affaires. Voilà, c'est un rapporteur d'affaires. Il met en relation avec les artistes. Exactement. D'accord, ok. Ton éditeur aujourd'hui, c'est qui ? Alors j'ai deux boîtes qui m'éditent. Okay. D'un côté, une qui s'appelle Ticton Music, qui est tenue par Silvio Lisbonne et Manon Romiti, qui sont deux personnes qui viennent du Sud, qui sont auteurs-compos eux-mêmes, qui ont fait plein de choses. Ils ont notamment écrit et composé pour Céline Dion, enfin voilà, ils ont fait beaucoup de belles choses. Et Nazim Khaled, qui lui est un hitmaker que tout le monde connaît, puisqu'il a fait Les Yeux de la Mama pour Kenji, Conmigo, il a fait pour Amir tout. Il a fait J'ai cherché, Longtemps, enfin, Les Rues de ma peine, tous les gros tubes d'Amir, et même les non-tubes, il a fait tout Amir, et plein d'autres choses encore, plein d'autres projets. Donc ces deux boîtes-là, d'un côté Bukowski Publishing, la boîte de Nazim, de l'autre côté Ticton Music, ils se sont associés et ils font ce qu'on appelle de la co-édition, donc de la co-gestion de catalogue éditorial. Ils ont créé un catalogue commun en nous signant, et moi je fais partie donc du catalogue de ces deux structures éditoriales. Donc j'ai deux éditeurs en fait. Tu es mis en relation avec des artistes, voilà. Tu écris, tu composes pour des artistes. Exactement. Ok. Comment ça se passe si un artiste, si ça marche pas, C'est-à-dire si vous êtes quand même liés par, vous êtes obligés de terminer le projet par une chanson, ou alors si ça marche pas du tout, voilà, donc vous laissez tomber et dans ce cas-là, bon bah
voilà, ça mène à rien, quoi. Aucune obligation. Aucune. Demain, ils peuvent me proposer de bosser pour Madonna si j'ai pas envie. En fait, si tu veux, ce qui est particulier dans ce métier-là par rapport à un autre métier, c'est qu'on n'est pas dans une demande précise de rendement en disant il y a ça à faire, il y a tel dossier à gérer. Non. Enfin, je veux dire, on parle de créativité, on parle d'inspiration. On peut pas te forcer à kiffer Rihanna, à kiffer, bon là je prends des pointures américaines, mais à kiffer Patricia Cass ou à kiffer Que Black, ou enfin, tu dois avoir un feeling avec l'artiste, avec son répertoire, ou en tout cas arriver, même si t'en as pas à la base, tu dois arriver à développer une forme d'empathie et d'accointance avec ce que l'artiste fait. Et si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Après, si tu refuses 10 briefs, attends, j'apporte un bémol à ce que je dis quand même, tu es lié par un contrat, et contractuellement, justement, il est quand même dit que ton éditeur va te proposer du travail, donc des choses à faire, tu peux pas refuser tout. Parce qu'en fait, il t'a donné une avance, ton éditeur, quand t'as signé, qui peut aller de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros, suivant ta notoriété. Donc, tu lui dois quand même de générer des droits pour rembourser cette avance. D'accord, donc il t'a quand même donné une avance, ça c'est intéressant. Oui. C'est quasiment, enfin, 99,9% des fois, un éditeur, il te signe pas sans te donner une avance. D'accord. C'est le process habituel. Voilà, c'est le process, donc ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux vivre pendant le temps de ta création. Très peu de temps. Très peu de temps. Ok, ouais. d'accord. Non, on va pas se mentir, l'avance, enfin, ça dépend, encore une fois, je dis très peu de temps, tout est à entendre avec des guillemets, ça dépend de ton train de vie, de tes besoins, et ça dépend de l'avance. Mais en tout cas, l'avance que j'avais eue moi à l'époque, elle était très correcte, mais elle était pas, non, ça m'a pas permis de vivre pendant, enfin, pour te donner un ordre d'idée, c'est quelque chose qui ne m'a même pas donné un SMIC mensuel. D'accord. Donc, ça veut dire que ça m'a même pas fait vivre un an. Donc, c'est pas une grande avance. Mais en tout cas, c'est un petit encouragement. On te dit, voilà, on croit en toi, on te fait cette avance-là, ce qui s'appelle une avance recoupable, à ne pas confondre avec le flat. Le flat, c'est de l'argent qu'on te donne. C'est soit de l'argent qu'on te donne pour t'acheter du matériel, par exemple, 3 000 ou 4 000 euros. Ou alors, c'est une prime au mérite. On décide qu'on t'a signé pendant quelques années. On veut re-signer avec toi. On te dit, voilà, on te donne 10 000, 20 000, 30 000 euros, 50 000. Si t'as plugué pour plein de gens incroyables et plein de tubes. Parce qu'on veut te garder. Donc, c'est une prime au mérite comme dans n'importe quelle entreprise. Ça, le flat, ça ne se rembourse pas. L'avance recoupable, recouper, ça veut dire rembourser l'avance. Quand tu les touches en droit d'auteur, tu rembourses à tes éditeurs. Tu rembourses à tes éditeurs. C'est pas toi qui le fais, c'est la SACEM qui s'en charge. Quand tu reçois cet argent-là, en fait, tu as signé ce qu'on appelle une cession de créance. Okay. Ça veut dire que tu cèdes ce que tu gagnes. Et donc, tes prochains droits d'auteur sont reversés directement à tes éditeurs jusqu'à ce que tu aies remboursé. Et après, tu les touches à nouveau. Dans le cadre où tu travailles avec un artiste, tu vas travailler sur une chanson un jour, 2 jours, une semaine, un mois, je sais pas. Et ça mène à rien. C'est-à-dire que du coup, la chanson ne vaut rien, etc. Enfin, les chansons, parce que c'est souvent plusieurs chansons. Alors, si c'est plusieurs chansons, du coup, c'est du temps de travail qui est perdu. Non. Alors c'est pas ma vision de la chose. D'accord. Parce que si tu veux, pour moi, j'envisage ça comme un sportif, par exemple, qui va faire du saut en hauteur, et qui va foirer 62 sauts, et le 63e sera le bon. Mais le 63e sera le bon parce qu'il en aura foiré 62. Pour moi, en fait, c'est un petit peu... j'envisage pas mon métier comme faut que je réussisse à chaque fois. Ça veut rien dire pour moi. Pour moi, la réussite, c'est un peu cette phrase de Coelho qui peut paraître un peu bébête, mais ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est pas le trésor à l'arrivée, c'est la route, c'est le chemin. Donc en fait, moi, je bénis toutes ces chansons que j'ai écrites et qui n'ont pas fonctionné pour 2 raisons. La première, c'est que c'était probablement des brouillons qui m'ont permis d'arriver un jour à la chanson ultime qu'on cherche tous à atteindre en tant qu'auteur-compo. Et la deuxième, c'est que je trouve quand même qu'une chanson qui n'a pas été prise pour... Enfin, je sais même d'expérience qu'une chanson qui n'a pas été prise par l'artiste A sera peut-être le tube de l'artiste B. Donc c'est jamais perdu, tu vois. C'est pas parce que ça plaît pas à Lara Fabian que ça va pas plaire à Julien Clerc. Et on a eu des exemples aux States de chansons refusées par Britney, prises par Rihanna et inversement, et qui ont fait des tubes monumentaux. Et je rappelle pour mémoire que Sia a fait tout un album de chansons qui ont été rejetées par les artistes. Donc c'est allé d'ailleurs de Rihanna à Britney, en passant par je sais plus qui, dont Chandelier était dedans. Et en Chandelier, elle en a quand même fait un tube mondial, avec sa petite fille qui dansait dans le clip et tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas cette vision, moi, de échouer, machin. Moi, je dis toujours, soit je réussis, soit j'apprends. Je n'échoue pas. Quand ça ne fonctionne pas, j'apprends. J'essaie de tirer les enseignements du fait que ça n'ait pas fonctionné et de me remettre en question, de voir comment ça aurait pu mieux fonctionner et comment ça pourrait mieux fonctionner à l'avenir. C'est intéressant parce que justement, tu es en train de démystifier le fait qu'un artiste doit... Il y a une idée comme ça de l'artiste qui a le génie incarné, qui se trompe jamais, qu'à chaque fois qu'il sort quelque chose, c'est incroyable, etc. Alors que c'est rarement le cas. Et je peux pas t'en parler, je suis pas un génie, donc faudrait demander à des Gainsbourg, à des Barbara, mais ça m'étonnerait fort, franchement, que Gainsbourg n'ait pas eu dans sa petite corde
corbeille des centaines de papiers chiffonnés. Enfin, qui ont mené à rien. Bah oui, je voyais les textes qu'il écrivait pour Vanessa Paradis sur l'album Variations sur le même thème, le fameux album où il y avait Tandem, etc., composé par Étienne Rodagil. Il y avait plein de trucs raturés, machin, parce que le mec va aussi dans le sens de l'artiste. Donc Vanessa était apparemment chiante. Il disait d'elle Paradis, c'est l'enfer. Donc je pense que tout le monde rature et tout le monde refait et tout le monde jette, et c'est bien et c'est sain. Parce que oui, non, celui qui a on dit la science infuse, qui a peut-être des Mozart et des Bach, je sais pas, mais moi en tout cas c'est pas mon cas. Je jette 15 titres pour un bon. Donc je compose et j'écris beaucoup. Oui, je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes, que d'ailleurs que ce soit dans la musique ou dans les arts plastiques, quelqu'un qui dessine, un graphiste, il va acheter des centaines, des milliers de dessins, comme un chercheur d'heures qui mettrait des coups de pioche jusqu'à trouver la pépite, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc avant d'arriver à l'édition, comment t'en es arrivé justement, le chemin jusqu'à trouver un éditeur, puisque si je comprends bien, à partir du moment où tu trouves un éditeur, d'une certaine façon, tu mets un pied dans le milieu et les choses deviennent peut-être un petit peu plus faciles. Ça a tout changé. Comment tu en arrives à signer chez un éditeur ? Alors, très rapidement, je fais un collège-lycée qui s'appelle le lycée Buffon. Là-bas, il y a une section spectacle. Donc moi, je suis inscrit en lettres, pas en spectacle, mais je fais du théâtre. Donc je commence à jouer dans des pièces à 10 ans et demi, 11 ans, en 6e. Je commence à monter mes premières pièces à 15 ans. Je monte Le Père Noël est une ordure, donc je deviens super populaire. En sortant de Buffon, je tente le concours du conservatoire du centre de Paris, donc pas le national, mais l'ESSAD, École supérieure d'art dramatique de Paris, tenu par Jean-Claude Cotillard, le père de Marion Cotillard, l'actrice. Donc j'ai une formation de 3 ans à l'ESSAD en alexandrin, pose de la voix, danse, clown, improvisation, enfin c'était oufissime, j'ai une formation de ouf. J'ai eu aussi en prof Nicolas Briançon, un mec qui est devenu super célèbre aujourd'hui, qui fait plein de films et tout. Et en sortant du conservatoire, enfin déjà pendant que j'y étais, je sortais beaucoup en boîte moi, je étais un clubbeur. Et je sortais dans une boîte qui s'appelait le Scorp à l'époque, et j'ai été fasciné par une danseuse, une go-go danseuse qui s'appelle Laurence, une blonde sublime avec une bouche pulpeuse comme ça et tout, et en fait elle dansait sur le podium, elle me voyait danser et j'étais comme un fou, je prenais ma jambe, je la mettais là, des écarts, machin, j'étais complètement hystérique. Et elle vient vers moi un jour, après plusieurs mercredis où elle m'avait vu, elle me dit mais tu es danseur professionnel? Et là, moi qui ne mens jamais, j'ai senti la vertu du mensonge, j'ai dit ben oui, et j'étais pas du tout danseur professionnel. Elle me dit écoute, j'ai un plan pour toi, donne-moi ton téléphone, je t'appelle demain. Elle m'appelle le lendemain, elle me dit voilà, il y a un plan pour danser à Disney, on est 8 danseurs, je te veux avec nous. Je vais à la première répétition, je danse le plus mal de tous. Donc j'avais une bonne énergie, j'avais une belle gueule, j'étais présent, j'étais incarné, mais j'avais pas la technique d'un danseur. La répète se termine, Laurence vient me voir et me fait « Tu n'es pas danseur professionnel, mais tu as tout ce qu'il faut pour et tu vas le devenir. Chaque répète, je resterai 2 heures de plus avec toi. » Et elle fait de moi un danseur. Après ça, je fais la promotion télé pour plein d'artistes. Ça va de Jennifer à Yannick, Ishtar, Garou, Laurie, enfin plein de gens. Et puis finalement, un jour, je me retrouve à chanter à Disney. Donc là, je deviens chanteur. Pendant tout ce temps-là, j'écris des chansons, je compose. J'ai écrit les premiers poèmes à ma maman, j'avais 7-8 ans. De la folie, des petites nullités. Mais j'ai toujours été habité par ce besoin cathartique d'écrire. Et finalement, je vais à Disney, je chante pendant 5 ans. Expérience étrange. Bien sous certains aspects parce que je rencontre mon meilleur ami, mais très très douloureuse sous d'autres aspects qui seraient un peu trop longs à expliquer. Et du coup là-bas je me dis je vais pas rester là. Et donc dès que j'ai un moment de pause, et Dieu sait que j'en avais, j'écris, je compose, je prends ma guitare, je me mets dans un petit coin, et voilà. Et là j'avais un projet de chanteur à l'époque. Donc je compose des chansons pour moi, je me bats, voilà, je fais des maquettes, je fais même le réservoir, je chante au réservoir, je chante au Sentier des Halles. Donc il se passe des choses quoi. Je quitte Disney et là je continue un petit peu ma carrière de chanteur, on va dire en tout cas la tentative de carrière. Et puis je me fais signer en édition grâce à un pote, Nazim. Tu sais, je t'ai dit que j'avais 2 boîtes, Nazim et Sylvie et Manon. Nazim me dit un jour, écoute, viens avec nous, t'écris super bien, viens bosser avec nous. Et ça coïncide à peu près avec le moment où je me dis, je crois que j'ai plus envie d'être chanteur en fait. C'est pas mon vrai rêve. J'ai pas envie d'être célèbre particulièrement, j'ai pas envie d'avoir des fans, j'ai pas envie de sortir et qu'on me dise Marco. Enfin, ça ne me ressemble pas, c'est pas ça dont je rêve, c'est pas mon vrai rêve. C'est marrant parce que du coup, t'as conscience de ça, c'est-à-dire que d'une certaine façon, du revers de médaille que ça peut conditionner. Parce que je suis en contact avec les artistes en fait. Et étant en contact avec eux, je me rends compte d'une chose à une soirée que je citerai pas, mais avec tous les artistes de la place de Paris. Je parle à un artiste, à un deuxième, à un troisième, certains viennent me solliciter parce qu'ils ont entendu que j'avais écrit tel ou tel titre. Et à chaque fois qu'un artiste vient, je me dis mais c'est quoi cette boule de solitude? C'est quoi cette boule d'aigreur? C'est quoi cette boule de solitude? Je ne les trouve pas heureux. Je trouve qu'ils ont peur du prochain album. Ils ont peur de pas avoir le bon titre. Ils ont peur de pas passer. Leur moteur, c'est la peur. Et je me dis, mais je veux pas de ça pour ma vie, en fait. C'est pas ce que je veux. Et je dis pas qu'il n'y a pas des artistes heureux. Globalement, ça génère un bon paquet de névroses. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est moi, je faisais ce métier pour être aimé. Je voulais être aimé, en fait. Et je crois que le jour où j'ai commencé à m'aimer moi vraiment, j'ai plus besoin d'aller
cette quête, elle était vaine en fait. Cette quête d'être aimé par des millions d'inconnus qui créeraient mon nom dans des stades, j'avais plus besoin. Je m'étais rempli moi-même, il n'y avait plus ce vide. Donc j'avais plus besoin. C'est mon analyse pour moi. Hein. Heureusement qu'on a des artistes et des chanteurs, et pourvu que ça dure. Mais en tout cas, sinon je serais au chômage. Mais pour ma part, je ressentais plus besoin et je me suis dit je vais mettre au service des artistes. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que du coup tu t'es passé du stade à vouloir être aimé à t'aimer toi-même? Non, je crois que c'est un cheminement en fait. C'est pas. Mais je te dis, c'était une nuit à 4h du mat. Moi, j'habite tout près de chez ma maman. Je me suis levé, j'ai dit maman, je viens, faut que je te dise un truc. Je suis venu, elle m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a, c'est grave. J'ai dit mais pas du tout. Je veux plus être chanteur. Elle me dit ah bon, bah, très bien. Enfin si tu. Alors qu'elle était à fond derrière moi. C'était ma première fan. Hein. Elle trouvait que j'avais un talent de ouf, enfin une mère, tu vois. Et en fait, elle a tout de suite compris. Et je lui dis cette vie-là je serais pas épanoui. Ça ne me ressemble pas, tu vois. Non, je pense qu'il y a été une longue maturation, le fait de voir des artistes, de bosser avec eux et tout. Et puis un jour, je me suis dit, mais j'ai pas envie tu vois, là, j'ai pas envie d'être dans le tourbus, de faire des tournées, de partager le tourbus avec des musiciens. J'ai pas envie de ça, en fait. Je sais pas, ça ne me fait pas rêver. Mais je sais bien que ça fasse rêver des gens et je les encourage à aller au bout de leurs rêves, bien sûr. Je veux pas casser des vocations de chanteurs. On a parlé de la façon dont tu rentres en contact avec les artistes. Je voudrais rentrer dans le détail de la façon dont tu crées, puisque indirectement, ta créativité fait partie de ton business et c'est ce que tu vends, puisque tu vends des textes que tu imagines, que tu crées, et puis également des chansons. Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a un processus particulier? Est-ce qu'il y a une mise en condition particulière? Est-ce qu'il y a des moments où tu n'en as pas du tout? Et là, comment tu fais? Alors, je reviens déjà sur le début de ta question. Tu as dit tu vends tes textes et tes chansons. Je ne vends pas mes textes et mes chansons. Il faut comprendre qu'un auteur-compo travaille gratuitement. Un auteur-compositeur n'a pas de salaire. Moi, par exemple, si je fais 10 chansons ce mois-ci, 10 chansons le mois suivant et 10 chansons le mois d'après, et qu'elles n'atterrissent sur aucun album, je gagnerai ce mois-ci, le mois d'après et le mois d'après 0 €. Mes éditeurs ne me donnent pas tous les mois 2000 € pour écrire. Et les artistes pour lesquels j'écris ne me versent pas via leur maison de disques 200 € par texte. Donc on les vend pas, nos textes et nos chansons. En tout cas pas moi, à ma connaissance, il n'y a pas de gens qui le font. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, là tu parles vraiment de l'inspiration. Est-ce que finalement c'est un taf, parce que c'est un taf qu'on peut faire, qu'on en ait envie ou pas, ou est-ce qu'il faut être touché par la grâce divine pour le faire? La réponse elle est intermédiaire. Je dirais que quand tu commences à acquérir un peu de métier, il y a quand même des petits tricks. Tu arrives à trouver en toi, même quand t'es pas inspiré, tu te raccroches à la technique. Moi, par exemple, je sais écrire un texte. Ce que j'essaie de faire dans ces cas-là, c'est vraiment de m'attacher à l'artiste, de savoir ce que l'artiste a envie de raconter. Alors, si je bosse pour un artiste qui me fait pas plus rêver que ça, un jour où j'ai pas tellement envie, ça fait beaucoup. Mais on va dire qu'il suffit que l'artiste me touche, tu vois, et que j'ai envie de raconter son histoire, parce qu'en fait, on est les porte-parole des artistes, en fait, tu vois. Moi, quand un artiste me dit, j'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit cette chanson, mais Claudio Capéo m'avait dit ça pour la chanson Riche. Il m'avait dit, mais j'ai l'impression que c'est son mémo, c'est moi qui... Mais c'est gagné, enfin, tu vois, moi... Et d'ailleurs, les gens croient que c'est Claudio qui l'a écrite, et tant mieux. Enfin, c'est le but. Le but, c'est pas que... Moi, je m'en fous des honneurs. Quand tu es auteur-compo, tu es derrière, tu es au service. Et il faut tout de suite que ton ego... Bien sûr. C'est pas toi. Mais c'est ça qui est incroyable dans ton métier, c'est qu'en fait, tout le monde a chanté tes chansons. Sans savoir que c'était moi. Sans savoir que c'était toi, quoi. Et tout le monde peut te croiser dans la rue, et personne ne saura jamais que c'était toi qui les as écrits. Mais moi, j'adore. C'est bizarre, hein. C'est hyper étrange. Je pense qu'il y a vraiment eu un switch dans ma vie entre le moment où je voulais être chanteur et le moment où je voulais plus l'être. C'est-à-dire, il y a un jour où tu vas être reconnu pour ce que tu es par les gens, et il y a un moment où tu te reconnais toi-même. En fait, le jour où je me suis reconnu, où je suis devenu vraiment mon meilleur ami, où je me suis dit, putain, mais t'as du talent, quoi. Enfin, c'est bien ce que tu fais. T'es beau, t'es quelqu'un de beau, t'es quelqu'un de valable. Bah, à partir de ce moment-là, j'ai plus attendu la validation par l'extérieur. En fait, elle est venue de moi. Et après, c'était être aimé, ne pas être aimé, c'est pas important. C'est la projection que l'autre fait sur toi par rapport à sa vie, son vécu. Quelle importance, en fait. On n'a pas... Enfin, pour ma part, je pense qu'il est vain de chercher à créer l'unanimité. Et c'est là où l'artiste est souvent malheureux. L'artiste, il reçoit des commentaires, il en reçoit 10 000. Il y a un mauvais commentaire. L'artiste m'envoie un message et me dit « Marc, regarde ce qu'on m'a écrit. » Et je dis « Mais qu'est-ce que t'en as à faire ?» Ben non, l'artiste, il retient ce petit commentaire parce qu'il est fragile et parce qu'il veut créer l'unanimité. Il ne supporte pas de ne pas rallier la terre entière à sa cause. Et moi, je ne veux pas me faire injecter ce poison émotionnel par l'autre. Je veux rester droit dans mes bottes. Et d'ailleurs, je veux me tenir à égale distance des grands compliments comme des grandes critiques. C'est un peu le poème de Kipling, tu sais, tu seras un homme, mon fils, où il dit justement de se tenir à égale distance de la déification comme de l'humiliation, tu vois, qu'on pourrait te faire subir. J'essaie en tout cas de trouver le ressort créatif quand l'artiste me convainc et quand il me touche, et quand je suis touché par l'illumination divine, ce qui arrive une fois sur 100, tant mieux. Et puis, faut pas omettre de penser un truc aussi, c'est que moi, je bosse toujours en collab avec des gens. Je bossais beaucoup seul avant, et maintenant, je bosse toujours avec des gens. Qu'est-ce que ça a changé, du coup ? Tout. La première chose que ça a changé, c'est qu'avant, j'étais accroché à mes chansons et j'avais un côté hyper égoïste dans le processus de travail. Limite, j'écrivais mon texte et je faisais oui. Genre, je voulais pas montrer. Enfin,
Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça déjà? Mais plein. Moi aujourd'hui, quand je bosse avec des gens qui font ça, j'ai bossé avec une artiste il y a pas longtemps qui cachait son texte en écrivant, alors que j'étais là pour elle, j'étais auteur et compo sur son projet. Je me disais, mais meuf, en fait, t'es sérieuse, tu caches le truc, mais vaut mieux qu'on bosse ensemble. Pourquoi tu caches? Enfin, ce qu'on veut, c'est faire un bon titre. Montre, on met en commun, on échange. Elle en était à ce stade-là, de son parcours et de son évolution en tant que femme et artiste, elle en était là. Et moi, je l'ai été, ce mec-là, hein, qui cache, qui veut pas. Le jour où j'ai décidé d'ouvrir, c'est quand j'ai signé en boîte d'édition. Et en boîte d'édition, le but, c'est pas de faire des chansons seul. Ce qui veut pas dire que c'est interdit. Hein. Mais le but, c'est pas de rester chez toi et d'envoyer des chansons toutes faites. Le but, c'est de te mélanger, les ADN et de créer un ADN hybride, qui est un peu le mélange de tous ces ADN-là. Et en fait, aujourd'hui, pour en revenir à ta question, ça veut dire que quand j'ai un down et que je pense à un pote à moi qui s'appelle Thomas Caruso, qui a écrit notamment On était beau pour Louane, qui est blindé de talent, ce type est incroyable, bah si j'ai un down, il est plus fort que moi. Et s'il a un down, je suis plus fort que lui. Ou plus en forme, ou plus inspiré. On se tire vers le haut l'un l'autre. Il y a vraiment une émulation. On ne se laisse pas fléchir. Et puis on se dit, non, t'es décevant aujourd'hui, tu peux faire mieux que ça, Marc. Non. Tu vois, en plus, on s'aime, on est des amis, donc on accepte complètement. En tant qu'auteur compo, il faut mettre vraiment l'ego de côté. Hein. Quand tu bosses, quand on te dit que le mot ne va pas, la phrase va pas, moi on m'a déjà dit, mais là c'est abusé. Tu peux pas... Enfin, tu sais, genre en mode, c'était sérieux, et j'ai fait merde, je croyais que ça allait passer. Tu sais, des fois t'es un peu feignant. Et vice versa, je l'ai dit à des gens, quand on s'aime, on se fait confiance, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est intéressant que tu parles d'une certaine façon de la communauté. Ouais. Parce que c'est quelque chose, justement, qui selon moi, contribue à la créativité et au fait, justement, de moments où t'es dans le creux, où t'as pas d'inspiration, où tu peux te reposer sur quelqu'un d'autre, où quelqu'un, justement, va te donner cette vision des choses qui va peut-être te faire rebondir. Et voilà, parce que moi, je crois personnellement à, d'une certaine façon, à la théorie du chaos, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un battement d'aile de papillon qui va faire que tu vas trouver le bon mot, que tu vas trouver la bonne note, que tu vas trouver la bonne mélodie. Et ça, c'est incalculable et que tu peux jamais le prédire. Quand bien même en effet, tu peux t'appuyer sur la technique, etc. Mais il peut se passer quelque chose qui fait que tout s'effondre tout de suite ou alors que tout prend une ampleur incroyable. Donc c'est pour ça que tu parlais de la communauté, d'une certaine façon de la communauté avec laquelle tu travailles, qui visiblement t'est très utile. Je voudrais parler de ta communauté. Tu as une communauté alors que tu es un soldat de l'ombre d'une certaine façon. Là, tu veux parler de la Well Family, je le sens. Voilà. Donc c'est la communauté que tu t'animes sur Instagram. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que c'est des gens qui te suivent pour ton travail ou pour autre chose? C'est compliqué de répondre à la place des gens. Je peux juste te donner mon sentiment, mon intuition. Il faut savoir que, comme je te l'ai dit, avant d'être danseur et avant même d'être auteur compo, j'étais acteur. Et en fait, j'ai un truc de l'ordre de l'actorat. Il y a un truc chez moi, enfin, je pense que j'ai des facilités d'élocution, j'aime me mettre en scène, j'ai vraiment de fortes accointances avec l'actorat, puisque je viens de là. Et du coup, c'est vrai que j'ai compris et j'ai saisi qu'avec les réseaux sociaux, on avait moyen d'être en direct avec des gens du monde entier, ou en tout cas de l'Europe, et plus particulièrement de la France, et du coup qu'on pouvait toucher une grosse communauté en un temps record. C'est-à-dire que moi je poste un truc sur Insta, mes milliers de followers qui me suivent vont recevoir cette info. Donc ça c'est passionnant parce que tu as un retour direct. Et tu passes plus par le producteur, la chaîne télé, validé par un tel, machin, c'est direct. C'est du producteur au consommateur. Et ça moi j'adore. Pourquoi ils me suivent? Moi je pense pas vraiment qu'ils me suivent particulièrement pour ce que je crée. Je pense plutôt, et j'espère qu'ils me suivent pour ce que je suis. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je pourrais être producteur de fruits et légumes. J'aurais une manière, je pense, tout aussi déjantée et singulière de présenter mes fruits et légumes. Je leur ferais faire des dialogues, je serais fou. Donc je pense que c'est peut-être ça qui les accroche. C'est ma nature. En tout cas, par rapport à ce que je reçois. Après, évidemment, qu'il y a un petit côté paillette, que les gens, qu'ils me voient avec des artistes, un jour Lio, un jour Claudio Capéo, un jour Oshi. Peut-être que ça met un peu de poudre aux yeux, qui disent des artistes, mais je suis pas sûr que la grosse majorité, parce qu'en fait ça dure pas ça. On te voit en photo, on te voit en vidéo avec un artiste connu, and then, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il y a de plus? Enfin, c'est pas ça qui nourrit une communauté. Ce qui la nourrit, c'est le contenu, le vrai contenu. Pas une photo de temps en temps. Je suis absolument convaincu par ce que tu dis et je suis persuadé que les gens te suivent parce que tu es comme tu es, parce que t'es dans ton personnage, mais même pas dans un personnage, puisque tu es toi-même en fait. Bien sûr. Mais je peux te poser la question en permanence. Puisque toi, tu fais partie des gens qui me suivent. Alors pourquoi suis-tu la story de Marc Weld, par exemple? Moi, je te suis parce que déjà je te connais, mais aussi parce que je sais que quand je vais regarder ta story, je vais voir des choses que j'ai pas l'habitude de voir. Je vais voir du contenu qui te ressemble, qui est complètement à ton image, qui est complètement déjanté, même si tu parles de tes tomates sur ton balcon, quoi. Bien sûr. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que du coup, c'est ça qui est fascinant chez toi, je trouve. C'est que du coup, t'es à la fois dans le quotidien et à la fois dans le rêve, tu vois. Et en fait, je switch de l'un à l'autre. Ouais, tu switches de l'un à l'autre, mais en fait, les deux font partie de ton univers. Mais c'est très juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, je rebondis juste je fais une mini parenthèse. C'est incroyable parce que
presque résumer toute ma vie. En fait, il faut savoir que moi, je suis fils d'immigrés, algéro-tunisien de mère, italo-croate de père. Mon père est un paysan croate. Et donc, je suis allé en Croatie pendant 3 mois d'été quand j'étais petit. Ce qui est fascinant dans ce que tu dis, c'est que j'ai ces deux côtés-là. C'est-à-dire que tu me vois un soir à une soirée paillettes, showbiz, machin, et je danse, je suis pumped up. Et en fait, le lendemain, à 11h, je suis à Fontainebleau, en train de faire le parcours des 8 boss ou 9 boss avec mon meilleur ami qui est brésilien. Tout simple, tout proche des vraies choses, authentiques. J'aime vraiment. En fait, je pense qu'on n'a pas besoin d'être soit écolo, végétarien, ce que je suis, soit showbiz. On peut tout être. On peut être caméléon. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on choisisse ? J'aime pas trop ce truc de devoir choisir, tu vois, et de cracher sur le showbiz ou de cracher sur les écolos. Bah, soyons tout. Tu vois, la vie est faite pour expérimenter un maximum de choses. Donc t'as bien résumé, je switch des tomates sur mon balcon aux soirées showbiz, c'est vrai. On va parler un petit peu des droits, puisque ça fait partie de ta vie et de la façon dont tu es rémunéré. Droit d'auteur, propriété intellectuelle, on parle de droit d'auteur, puisque c'est la façon dont tu es rémunéré. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, c'est-à-dire quand on écrit une chanson, il y a des producteurs, il y a des réalisateurs, des compositeurs, il y a des auteurs, etc. Donc tout ça, des arrangeurs, tout ça font partie d'une répartition à la SACEM. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça se passe ? Oui, alors c'est très simple. Une chanson sur 50%, il y a 25% qui va à l'auteur, 25% qui va au compositeur et 50% qui vont à l'éditeur. Pour moi, par exemple, quand je fais une chanson, la moitié des droits générés par la chanson va à mes éditeurs. La deuxième moitié, si je suis le seul auteur-compositeur, je gagne la deuxième moitié. Si on est 2 auteurs-compositeurs, on se partage la deuxième moitié. Donc j'ai 12,5% du texte, 12,5% de la musique. Mon co-auteur, co-compo, pareil, donc on a 25% chacun. Si on est 3, etc., tu divises en nombre de gens qui participent à la chanson. D'accord, ça c'est systématique. Ça veut dire que c'est fixe. C'est comme ça, c'est fixe. C'est fixe. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'un auteur se tape 5%. Si, je modifie. Un auteur peut dealer avec ses éditeurs. Il peut dire, moi voilà, j'ai écrit 20 tubes, donc moi je vous cède pas la totalité de mes éditions. Moi par exemple, je suis en full. Mon contrat, c'est un contrat en full édition, full publishing. Ça veut dire que je cède la totalité de mes éditions. Et puis où je pourrais un jour décider que je vaux maintenant de garder 5%, 10%, 15%, 25, 30, 40 de mes éditions. Et à ce moment-là, dealer avec mes éditeurs un contrat éditorial différent. Aujourd'hui, le contrat que j'ai, c'est un contrat où je suis en full. C'est-à-dire que toutes mes éditions, je les cède. Mais en fait, ça, c'est contractuel. Tout dépend du contrat que tu signes. Tu peux garder une partie de tes éditions ou toutes les céder. Moi, je les ai toutes cédées. D'accord, ça c'est le contrat. C'est le contrat qui te lie à tes éditeurs. Avec l'éditeur. Un contrat de 3, 4 ou 5 ans. 3, 4 ou 5 ans, ça veut dire que tu es lié à cet éditeur pendant cette durée-là, tu peux pas en sortir, aller voir un autre éditeur ou monter ta propre maison d'édition. Non. Ah, tu peux monter ta boîte d'édition, mais elle ne te servira à rien, parce que tout ce que tu vas créer en tant qu'auteur-compo sera rapatrié sur les éditions de tes éditeurs. Donc tu montes ta boîte, mais elle ne te servira à rien. Tu peux monter ta boîte pour accueillir d'autres artistes éventuellement ? Oui, mais les autres artistes, ils seront édités par tes éditeurs. Tu peux pas éditer d'autres gens. Tout ce que tu crées, les droits éditoriaux inhérents à tout ce que tu crées pendant la durée du contrat revient aux éditeurs. D'accord. Tout. Il y a pas... Après, encore une fois, il peut y avoir des avenants. Il y a certains artistes, auteurs-compositeurs, qui disent par exemple, tous les artistes que vous m'apportez, lorsque vous êtes rapporteur d'affaires et que vous mettez en contact avec des artistes, je vous donne mes éditions. Par contre, si je rencontre moi-même un artiste, que je développe un artiste, j'aimerais prendre la moitié des éditions sur ça serait juste, ou la totalité. Après, tout se deal. Mais en tout cas, je parle de mon contrat, quand tu es en full, tout ce que tu fais, tout ce que tu génères, sur tout ce que tu génères, la totalité des éditions leur revient. Ouais, tu ne peux pas décider de changer en cours de route. Ah non, enfin je peux avec eux. Je peux décider avec eux, mais je peux pas décider seul. Je peux décider d'avoir envie de changer, mais je peux pas acter que ça change, quoi. En termes de revenus, tu es payé par la SACEM ? Oui. D'accord. Uniquement par la SACEM ? Et par ton éditeur, s'il te fait... S'il note du flat. Voilà. Non pas que par la SACEM, moi je suis aussi payé par la Spedidam. La Spedidam, c'est l'organisme qui rémunère les artistes-interprètes. Et en fait, quand il m'arrive de faire des chœurs sur des albums, tu sais que les choristes sont rémunérés. Donc ils ont des droits aussi sur les diffusions, les ventes, etc. Donc à chaque fois, je me demande si c'est sur les diffusions, je pense que c'est plus sur les ventes. Quand un album se vend à 500 000 exemplaires, il est normal que la personne qui a posé ses chœurs sur une chanson soit rémunérée, tu vois. Donc je suis aussi rémunéré à la Spedidam, parce qu'en l'occurrence, j'ai fait des chœurs pour Oshi et Jennifer. D'accord. Donc voilà, je suis rémunéré par la Spedidam, mais je t'avoue que j'ai pas encore reçu mes répartitions Spedidam, je sais pas du tout si c'est substantiel ou pas, je crois que c'est vraiment peanuts. Pas grand-chose. Voilà, mais c'est surtout la SACEM qui me rémunère. Alors c'est réparti, je te dis quand même, 4 fois dans l'année. C'est ce que j'allais te dire, c'est la question que j'allais te poser, puisque les gens sont pas forcément au courant, les auditeurs sont pas forcément au courant, c'est que la SACEM, ça tombe pas tous les mois. Exactement, ça tombe tous les 3 mois, en sachant en plus que donc les répartitions, c'est janvier, avril, juillet et octobre, et en sachant en plus qu'à chaque répartition correspond une nature de droit.
C'est-à-dire qu'il y a une répartition où c'est le spectacle vivant, la radio et la télé. Il y a une répartition, c'est l'étranger. Là, autant dire qu'on touche pas grand-chose. Il y a une répartition, c'est la synchro. C'est ce que tu plugues sur des films, des pubs. Donc moi, je suis pas dans le circuit, c'est pas grand-chose. Et la quatrième réparte, c'est encore un autre truc. Enfin, donc en gros, les deux répartes qui sont vraiment rémunératrices, c'est janvier et juillet. T'imagines ? D'accord. Donc, ça veut dire que entre tu es payé 2 fois dans l'année. Non, il y a 4 répartitions, mais quand tu es un auteur compo qui fait des chansons, les 2 grosses répartes, c'est janvier et juillet. Après, si tu écris pour Zaz et elle a vendu 400 000 albums en Allemagne, bah, quand c'est l'étranger, tu gagnes plusieurs zéros sur ta répartition. Donc non, pour ma part, moi qui écris pour le marché français, mes 2 grosses revenus d'argent, c'est janvier et juillet. Alors oui, ça peut être des fois plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais en fait, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'au bout du compte, tu réalises que tu as écrit les chansons 1 an, voire un an et demi avant. Parce que les chansons, quand elles sont faites, il faut qu'elles soient déposées à la SACEM, avec le nom des ayants droit. Il faut que la SACEM traite ton feuillet. Donc généralement, il y a entre 1 an et 1 an et demi qui s'écoule. T'imagines, quand tu écris une chanson le 1er janvier 2010, tu commences à toucher l'argent mi-2011. Genre, c'est quoi 6 C'est avril 2011. C'est ouf, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, nous on doit toujours travailler. Toujours être dans le flux en fait. Parce qu'on n'est pas payé pour travailler, on est payé sur ce qu'on génère en droit d'auteur, et parce qu'on est payé tout le temps en décalé d'1 an et demi. Sans avoir de visibilité sur ce que ça va générer. Aucune. Mais non, parce que moi je vais pas m'amuser à checker sur toutes les radios le nombre de fois que tel titre est diffusé. Je te parle clairement, on pourrait me voler de l'argent. On pourrait me donner à chaque réparte 10 000 euros de moins que je le verrai pas. C'est pas transparent. On a une réparte, mais on te dit pas t'es passé tant de fois sur énergie, ça a généré 522 euros, t'es passé tant de fois sur... Non, on te dit les radios, l'exploitation de riches sur les radios, ça a généré 6 000 euros. L'exploitation de riches en scène, ça a généré 8 000 euros. L'exploitation de riches en film, voilà. Mais on ne te dit pas, c'est passé tant de fois sur telle radio. Et les radios ne t'envoient pas un feuillet pour dire, toi, Mark Weld, ta chanson est passée tant... Non. Bien en sûr. fait, donc c'est un peu... C'est vrai qu'il y a un côté un peu nébuleux, quoi. C'est pour ça que c'est toujours la surprise. Mais c'est bien que du coup, tu traduis ça parce que, en effet, comme tu dis, c'est extrêmement nébuleux. Et c'est que du coup, il est très difficile d'avoir une visibilité sur la rentabilité de ton travail parce que quand bien même tu as l'impression qu'il a marché, tu as l'impression que l'artiste pour qui tu as écrit a tourné, etc., tu sais pas si ça va être 100, 1000, 10 000, 100 000, c'est très délicat. Et même quand c'est 100 000, t'arrives pas à chiffrer. C'est très dur, quoi, de savoir en vente un peu plus, parce qu'en vente, il y a un chiffre précis, le calcul existe, je vais pas te le faire là, mais il y a un calcul pour savoir quand t'es auteur, qu'il y a eu 100 000 albums vendus, le prix de l'album, on le met à 10 euros, tu peux quand même calculer plus ou moins. D'ailleurs, sur les ventes d'albums, on touche plus énormément parce qu'il n'y a plus de ventes à 1 million, 2 millions, 3 millions comme à l'époque. Mais sur les concerts, c'est vachement compliqué parce que le concert, ça dépend du nombre de spectateurs dans la salle, ça dépend du lieu. C'est-à-dire si c'est un festival où il y a plusieurs artistes, c'est pas pareil que si c'est le Zénith et que l'artiste est seul. Ça dépend du nombre de chansons que tu as, de comment tu es réparti sur les chansons. Enfin, il y a trop de paramètres. C'est incroyable le nombre de paramètres, quoi. Ah oui, moi je sais pas, au Zénith, il y a combien dans le Zénith de Nantes quand Oshi va chanter Amour Censure? C'est ça. Ça veut dire que si demain un artiste fait une tournée catastrophique et qu'il vend 12 billets à chaque concert... On est impacté. T'imagines tous les si qui conditionnent nos gains, nos revenus, c'est terrible. Et en ce moment, on est en plein dans le coronavirus. Je te donne un autre exemple, à quel point nous sommes affectés. Il y a plein de gens que je connais qui peuvent bosser de la maison, ils vont toucher leur salaire. J'ai des gens que je connais, si on passe en stade 3 de l'épidémie, si elle devient ce qu'on appelle une pandémie, les gens bosseront de la maison. Mais les 3 quarts des gens peuvent bosser de la maison. Ceux qui bossent dans les bureaux, on peut bosser de chez soi. Moi, oui, je peux faire les chansons de chez moi. Mais Claudio Capéo, Oshi, Jennifer, elles peuvent pas faire les concerts de chez elles. Donc les tournées sont annulées. Ça veut Donc dire t'es quoi ? impacté. Mais je suis hyper impacté. Et en plus, t'es Je perds impacté... des milliers d'euros, quoi. T'es impacté pas immédiatement, c'est-à-dire sur la répartition de l'année prochaine. Oui. C'est complètement fou. Ah, moi, je te dis que je lis les journaux tous les jours là, en me disant, en ce moment, Claudio Capéo est en tournée. C'est vrai que ça parfois, je me trouve même un peu cynique. Je me dis, est-ce que c'est moche de vérifier ? Mais en même temps, je me dis, mec, c'est normal. T'as pas de salaire, quoi. C'est normal d'être entre guillemets, moi je suis pas un mec inquiet de nature, mais de temps en temps, c'est normal d'avoir cette petite inquiétude, de te dire, waouh, cette réparte, j'ai pas touché beaucoup, la réparte suivante, faut que ça rentre, tu vois. C'est logique. C'est logique. L'argent est un paramètre avec lequel on doit compter aujourd'hui, surtout quand on vit à Paris, tu vois. Tu peux nous dire un petit mot sur ton actu ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment et qui tu... Bien sûr. Alors, en ce moment, les 3 derniers trucs que j'ai fait. Alors déjà, j'ai reçu un disque d'or hier. Je suis quand même très content. Merci pour l'album de Vincent Niclot qui s'appelle Tango, sur lequel j'ai coécrit, co-composé 3 titres, Mon Amour, Elena et El Fuego de la Mort. Tango, c'est le titre de l'album. Donc El Fuego de la Mort, Elena et Mon Amour. Donc je suis très content. Il y a eu 2 singles dessus, Elena et El Fuego de la Mort. Donc je suis très très content de ça.
Bon, ça, c'est pas une actu, mais c'est un truc cool qui m'est arrivé. J'ai coécrit, co-composé avec Eddie Pradel et Thomas Caruso et Guillaume Boscaro une chanson qui s'appelle Cybersolitude, d'une artiste qui s'appelle Léon. Peut-être qu'au moment où tu diffuseras ce podcast, ça sera déjà un tube. Aujourd'hui, ça vient de sortir il y a 9 jours et elle a plus de 100 000 vues déjà, donc je suis hyper content. J'ai vu ça. Et la grosse actu, c'est la sortie du titre de Oshi, Amour Censure, que j'ai écrit et composé avec elle, que j'ai eu le plaisir, le privilège et l'honneur d'écrire et de composer avec elle. Qui a été nommé aux Victoires de la musique. Alors, Oshi a été nommée en révélation scène. C'est pas la chanson la qui a été révélation nommée. scène, c'est En pas révélation la chanson. scène. En revanche, là où tu as raison, c'est qu'elle a chanté, Amour Censure, Victoire de la musique. On a pu te voir avec tes belles lunettes. Exactement. Et ton, Celle-ci. et ton C'était survêt, celle-là, messieurs, dames. ton survêt de prof de PS des années 80. J'avais pas mon survêt, Ah, tu es t'avais une pas ton mauvaise survêt. langue, Dorian. J'avais un jean pour l'occasion, je me suis fait beau. Mais ouais, voilà, donc les victoires c'était ouf parce que se dire que t'as un titre que t'as écrit et composé qui est aux victoires, c'est ouf. Et puis en petite anecdote, cette année, les Enfoirés ont repris Riche. Donc il y avait Kad Merad, Christophe Maé, Patrick Fiori et Soprano qui ont repris Riche. Et ça aussi, ça m'a fait un truc. Donc c'est plutôt une bonne année. Ah oui, puis j'ai bossé avec Lio. J'ai écrit avec Gia Martinelli et Oshi un titre pour Lio, qui sera son prochain album, qui s'appelle Basta. Et du coup, je suis content parce qu'il se passe plein de belles choses. Je bosse pour plein de gens. Il y a encore des petits dossiers un peu secrets dont je peux pas te parler, mais des artistes dont les albums sont en préparation. J'ai proposé des choses et c'est dans la shortlist. Ah, parce que nous, on passe des castings. Hein. Tu sais, genre t'écris des chansons, puis c'est dans les 20, dans les 15, dans les 10, dans les 5, dans les... Donc là, je suis en shortlist de quelques albums. Donc, finger crossed, on croise les doigts. Je me permets de compléter avec quelques infos que je n'avais pas pu lui demander lors de l'interview. J'ai demandé à Marc dans un premier temps s'il pouvait donner un seul conseil aux artistes. Il m'a donné un conseil à son image que je vous lis ici. Pour trouver sa juste place, toujours écouter notre petite voix intérieure et ce que notre corps physique nous raconte. En étant complètement aligné et détendu, tout fonctionnera. Je lui ai également demandé une œuvre majeure à conseiller, une œuvre qui l'aurait inspiré. Il vous conseille les 4 accords Toltec de Eckhart Tolle. Et enfin, une citation inspirante. Il m'a cité Christian Bobin. Je cite « Faire au moins une fois ce qu'on ne fait jamais. Suivre ne serait-ce qu'un jour, une heure, un autre chemin que celui où le caractère nous a mis. » Voilà, merci d'avoir suivi cette interview. Si vous écoutez sur iTunes, je vous invite à mettre une jolie note et un commentaire si ça vous a plu. Si vous écoutez sur les autres plateformes, je vous invite à vous abonner pour découvrir très prochainement une nouvelle interview, un nouveau témoignage d'artiste.